Mar va nous parler des questions foncières et d'irrigation dans la partie nord de la Huerta de Valencia, sur la Sequía de Moncada. Et Christine parlera ensuite, dans la deuxième partie, de la situation des politiques publiques et du foncier et de l'irrigation en Équateur. Juste pour dire que nous avons une relation très forte avec l'équipe du Centre valencien d'études de l'irrigation, Carles Sanchez, Ma Ortega et tous les autres, et que nous avons eu la chance d'organiser un stage commun sur la Sequía de Moncada au mois de février. Et le sens aussi de ton accueil ici, c'est aussi la suite d'un séjour de 3 mois à l'UMR Gred l'été dernier, et que nous, on a une vraie volonté de rendre nos travaux, disons, à l'échelle européenne, avec Valencia, avec Wageningen, avec Venise éventuellement, et avec d'autres pour former cette équipe, enfin ce réseau au territoire et société. Mais je laisse la parole à Mar. Merci Thierry. Comme Thierry l'a dit, je vais parler de l'évolution d'un système d'irrigation traditionnel à Valencia, une communauté d'irrigation qui s'appelle la Sequía de Moncada et qui pendant le XXe siècle a beaucoup agrandi sa surface d'irrigation. Donc je vais parler de tous les processus qui ont passé autour de cette question. C'est un travail que j'ai fait avec un géographe, Vicent Sales Martínez, et mon directeur de thèse, Guillermo Palau. Et c'est ça que je vais vous présenter. Donc, un peu pour se situer, Valence est dans l'est d'Espagne, non? Et le système d'irrigation de la Huerta a 10 communautés d'irrigation. Et 9 de ces communautés d'irrigation sont groupées dans le tribunal des eaux. Et l'autre communauté d'irrigation a son propre tribunal. Donc il y a des systèmes qui coexistent et partagent l'eau de la rivière Túria. La rivière Túria est une rivière méditerranéenne. Ça veut dire qu'il y a un étiage dans son régime naturel, il y a un étiage très marqué. Il y a aussi des épisodes de sécheresse récurrents. Et la précipitation annuelle, c'est autour de 400 mm. Mais beaucoup de fois, ces 400 mm sont concentrés dans 3 jours au mois de septembre. Donc c'est un régime très variable. Bon, ça c'est le tribunal de l'eau, mais la communauté d'irrigation qu'on va parler, c'est moins connu pour ces raisons, parce qu'elle n'est pas dans le tribunal des eaux. Donc on va parler de la Real Acequia de Moncada, qui est en rouge là, et la Real Acequia de Moncada, c'est maintenant la communauté d'irrigation plus importante en Valence parce qu'elle a une surface plus grande et elle a autour de 5 000 hectares. Il y a plus ou moins 10 000 propriétaires. Ici, on peut voir la rivière Túria et le commencement, la prise d'eau du canal de Moncada qui commence ici. Bon, un peu pour connaître le territoire, ça c'est une carte de culture en vert obscur. On voit les citrus et en vert clair, on voit les maraîchages. On peut voir clairement que le citrus est plus dominant et il occupe plus ou moins 75% de la surface aujourd'hui. Bon, l'origine du système, on va passer un peu vite. Mais l'origine du système se remonte à l'époque du peuplement arabo-andalou. En Valence, ça c'est un schéma un peu généraliste, ce n'est pas une zone en concret. Et le commencement de l'irrigation, dans les premières périodes du peuplement arabe, c'est avec des sources souterraines, surtout des fontaines, des sources, et aussi de l'eau des rivières sèches. Après, dans les périodes musulmanes plus tardives, au Xe siècle, on trouve ces systèmes d'irrigation qui sont un investissement, un travail pour faire des systèmes hydrauliques plus importants. C'est dans ce contexte que la Real Acequia de Moncada est apparue.
Et on voit ici que toute la superficie n'était pas mise en irrigation. Il y avait des espaces qui n'étaient pas cultivés. Par contre, quand il y a eu la conquête chrétienne de Valence en 1238, un an après, on sait déjà que le système d'irrigation arrivait jusqu'à la fin. Donc on est certain qu'il n'y a pas eu d'ampliation postérieure, qu'il est fait presque tout au même moment. Et après les périodes arabo-andalou, on a dit qu'il y a la conquête chrétienne, mais il y a une politique de colonisation de nouveaux territoires et tout le système est mis en irrigation, mais on voit déjà que la logique de partage de l'eau va être différente. Il y a une coupe, comme avant, dans l'époque arabo-andalou, c'était comme le Fogarra que Thierry a décrit, un système de dérivation proportionnelle d'un débit continu. Et après, l'expansion chrétienne va faire des dérivations perpendiculaires au canal principal et va commencer à être un système de droits d'eau avec des temps assignés à les différentes dérivations. Bon, et ça c'est le document du don de Jacques Ier d'Aragon au Siriran de Valence. Et le canal de Montcada était royal, ça veut dire que c'était propriété du roi, mais il y a un moment que la couronne a besoin de liquidité et il donne, plutôt vend, mais c'est un don royal. Et c'est depuis ce moment que le droit d'eau est établi officiellement parce que le roi, dans ce document, il décrit que les champs qui sont irrigués ont droit à être irrigués, mais il parle aussi de ceux qui peuvent être irrigués. Donc il ouvre un peu la porte à l'expansion postérieure, que c'est de ce qu'on va parler. Aujourd'hui, on voit un système qui a fonctionné durant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que pendant son histoire, il y a eu des changements très importants dans la société, dans l'agriculture et aussi politique. Maintenant, tout le système presque a des canaux bétonnés. Et on trouve aussi des petites zones avec les gouttes à gouttes, mais ce n'est pas très important là. On peut voir dans la photo aérienne des années 60 qu'on voit un système avec une parcellarisation importante. Non, on voit une structure plutôt minifundiste. Une des raisons qui explique cette structure minifundiste est aussi le système d'héritage en Valence. Il n'y avait pas un héritage officiné, comme ça passe par exemple en Catalogne ou en Castille, mais il y a toujours la division entre les différents fils, ce qui a donné une structure parcellarisée. Et on voit ici que 95% des propriétaires ont moins d'un hectare. Donc on peut vraiment parler de minifundisme. Et aussi, ce qui reste a plutôt entre 1 ou 3 hectares. On va faire un petit parcours de photos pour montrer comment ça marche. Ça, c'est le canal principal qui a 30 km du début à la rivière jusqu'à la fin, à le dernier village. On voit aussi que le système est toujours à côté de différents villages qui ont grandi, donc il y a toujours un système qui est à côté des zones urbaines. Il y a aussi des vannes d'irrigation qui permettent d'arrêter l'eau du canal. Ces vannes d'irrigation, ici à gauche, c'est la vanne de Montcada, qui était la seule qui existait d'une façon historique et qui avait des droits historiques d'eau. Mais dans les derniers temps, ils ont fait un système ils ont développé plus de vannes pour faire l'irrigation plus facile à gérer. Donc maintenant, on trouve un système avec plus de vent. Il y a aussi les gardes d'eau. Il y a des gardes d'eau qui ouvrent les ports pour l'irrigation. Et quand l'eau et les ports sont ouverts dans un village ou dans une zone d'irrigation, ils sont les agriculteurs qui vont prendre l'eau et l'amener jusqu'à son champ. Ici, on a les dérivations secondaires et on peut voir le système d'irrigation. Et quand ils finissent d'irriguer, ils enlèvent les vannes et ils laissent l'eau passer au champ suivant. Donc la distribution d'eau suit une logique
amont en aval. Et bon, il y a des vents qui sont plus difficiles que les autres. Et de l'autre côté, il faut aussi prendre en compte que maintenant, tous les champs sont nivellés au laser. Et aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont des drainages. Donc même quand il y a beaucoup de fois qu'il y a des retours d'irrigation, qu'ils vont une autre fois dans les canaux de drainage qui sont ensemble avec les canaux d'irrigation. Donc même s'il y a quelques gens qui peuvent faire une irrigation, on peut dire inefficiente, toute l'eau qui coule revient toujours dans le système et est utilisée pour les irrigateurs qui vont irriguer après. Bon. Avec la présentation, je voulais faire réfléchir un peu sur les relations d'irrigation et foncier dans ces communautés d'irrigation. Et une des processus plus importants, c'est l'expansion des droits d'eau au XXe siècle. Mais il faut aussi prendre en compte que dans le système traditionnel de la huerta, l'eau est liée à la terre. Donc il n'y a pas de tour d'eau avec la clepsydre, il n'y a pas bon, on ne peut pas avoir d'eau sans avoir une parcelle. Tous ces processus d'expansion sont aussi liés au processus du recouvrement du séquage. Le séquage, c'est les impôts que les irrigateurs paient à la communauté d'irrigation pour avoir les droits d'eau. Je ne sais pas comment on l'appelait, les paiements d'eau. Ça se comprend. Et tous ces processus sont aussi liés à un passage d'une gestion de l'eau à niveau municipal à une gestion d'eau à niveau de communauté d'irrigation. Bon, pour faire ce travail, on a utilisé surtout des archives, l'archive de la Real Acequia de Montcada et les archives des villages. La majorité des archives commencent après la guerre civile, en 1939, mais il y a quelques-unes qui vont un peu avant. Bon, donc on est dans le système de Montcada. Et bon, pour comprendre comment ça marche, il faut faire attention qu'il y a des sons qui sont différents. Il y a un son des droits prioritaires, que c'est qui est entre la ligne bleue et la ligne rouge. Les sons des droits prioritaires sont les sons qui ont été historiquement inclus dans la communauté, qui ont été sujets au paiement des droits d'eau, et aussi où les irrigants avaient le droit de contribuer au entretien du canal principal. Non? Cela veut dire que tout l'autre son, l'extrémal, était dans une situation un peu plus diverse. Il y avait, et c'est la son qui va être accrochée au système autour du XXe siècle. Pour comprendre comment ça c'est possible, bon, les canaux n'arrêtaient jamais. Il n'y avait pas un système de canaux différent. Tous les systèmes étaient complètement connectés. Si on suit un canal, on voit aucune ligne. Il n'existait pas. Tout le système est connecté parce que les systèmes de droits d'eau secondaires, ou ce qu'on appelle l'extrémal, avaient des droits à l'eau excédent. Après que la zone de droits d'eau prioritaire avait déjà irrigué. Ce système s'est complémenté avec de l'eau souterraine. On voit par exemple ici clairement tous les petits points en bleu, ils sont maintenant des fourrages, qui avant il y avait des roues d'eau, il y avait des sources, il y avait de différentes situations. Donc par exemple, dans ces villages qu'on voit qui est dans la zone qu'on disait que était des droits secondaires, on voit une énorme quantité de fourrage maintenant. Ici, dans le système aussi, dans la part en aval, on trouve beaucoup de fourrage parce que cette irrigation, par exemple, c'était complètement de l'irrigation de l'eau de fontaine. Ici, dans un des derniers villages du système, la zone de droit d'eau prioritaire est parfaitement délimitée presque par les fontaines. Donc on voit un système qui vraiment est basé sur l'eau de la rivière, mais qui interagit complètement avec ce qui est en aval, qui utilise l'eau souterraine. Non? Quel est l'essence d'avoir des zones de droit d'eau différents? Bon, la première
d'un côté, on a la garantie de la disponibilité d'eau pour les jovetats, pour les zones de droit prioritaire. S'il y a plus de parcelles qui sont irriguées et qui ont droit à l'eau, quand il y a des sécheresses ou quand il y a des périodes de tiage, il y a des problèmes d'irrigation et ça peut, par exemple, causer la perte de culture ou des choses comme ça. Mais aussi, pour comprendre un peu la raison de la division entre des zones d'eau différents, il faut faire attention au système de distribution de l'eau. Le système de distribution de l'eau ancien, comme j'ai dit avant, chaque zone avait des jours d'eau délimités. Par exemple, une zone lundi, un autre jour mardi et jeudi. Il y avait un temps délimité pour chaque zone d'irrigation. Mais dans la zone d'irrigation, il y avait la logique d'en amont en aval. Donc, si le temps d'eau de la zone finissait, il changeait l'eau à une autre zone, mais à la semaine suivante, l'irrigation commençait dans les derniers champs qui avaient resté sans irrigation. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce système de distribution quand il y a des sécheresses? Le problème, ce n'est pas la quantité d'eau, mais plutôt la fréquence d'irrigation, que c'est ce qui conditionne beaucoup, finalement, les problèmes de quelle culture est-ce qu'on peut planter ici ou pas. Pendant qu'il y a un système de temps assigné à chaque zone, il n'y a pas de conflit avec l'ampliation des droits d'eau, parce que la décision d'un village ou d'une zone n'affecte pas à les autres zones, parce que chacun a son temps assigné, les conflits sont seulement dans chaque zone. Mais on va voir que même on va parler ici de deux types d'ampliation qui sont différents. L'ampliation des droits d'eau dans la zone de plein droit et l'ampliation des droits d'eau dans la zone qui n'est pas de plein droit. Les deux processus passent pendant tout le XIXe siècle au siècle XX, parce que dans la zone de plein droit, avant, il y avait des champs de blé, il y avait des oliviers, il y avait des cultures qui n'avaient pas un très gros besoin d'eau. Et on va voir qu'autour du XIXe et du XXe siècle, toute la terre qui est dans cet espace va être mise en irrigation. Et tous ces processus, toutes les parcelles d'irrigation vont augmenter et cette augmentation ou cette expansion de l'irrigation va passer à niveau local et va être cachée à la communauté d'irrigation. Depuis le XVIe siècle, la communauté d'irrigation n'actualise jamais les surfaces de droits d'eau. Il reste toujours la même, probablement parce qu'il ne savait combien de la zone qui était irriguée. Donc, tous ces processus à niveau municipal. Mais de l'autre côté, ces processus étaient soutenables pendant que, si dans une zone il y avait d'augmentation des droits d'eau, ça n'affectait pas à l'autre. Donc, il y avait un certain équilibre. Mais on va un peu à la question de même comme ça, comment c'est possible que la communauté d'irrigation, qui en théorie reçoit l'argent des droits d'eau, ne dit jamais rien, non? Bon, il y a des essais de régulariser un peu cette situation, mais on voit que finalement, ils n'arrivent jamais à faire ça. Mais pour comprendre pourquoi ça passe, il faut comprendre un peu l'organisation de la communauté d'irrigation. Chaque zone a un représentatif des irrigants qui est partie de l'organisation. Il y a 12 représentatifs des irrigants et les 12 représentatifs choisissent le président. Jusqu'à la démocratie en Espagne, jusqu'à les années 1980, tous les systèmes de représentatifs d'irrigation, normalement, les maires d'un village étaient directement les représentatifs dans la communauté d'irrigation. Ou s'il n'était pas lui, c'était le premier conseiller. Donc, tous les villages, tous les gouvernements municipaux avaient des représentations dans la communauté d'irrigation. Et si on fait un peu attention à une société qui est basée à l'agriculture, on peut aussi penser que, qui est-ce que serait les maires ou les conseillers dans un système qui n'est pas démocratique? Normalement,
les maires et les conseillers représentent les pouvoirs locaux et représentent l'oligarchie agricole qui a plus de capacité d'influence dans la politique locale. Donc on voit que les maires et les conseillers n'avaient pas très intérêt à régulariser cette situation. Pourquoi? Parce que par exemple, quand il y avait 2000 hectares qui payaient, au village, ils payaient 1000 à la communauté d'irrigation. Qu'est-ce qui s'est passé avec la différence, non? Pues on a trouvé dans les archives municipales qu'il y a des situations diverses. Il y a des villages qui investissent cet argent dans la gestion de l'eau, améliorement, vigilance, garde, mais il y a d'autres villages qui paient avec ça pues, les professeurs, l'éclairage public, la fête et la liturgie. Donc on voit vraiment que la gestion de l'eau était complètement faite à niveau municipal. On reviendra après sur ça. Bon, quand est-ce qu'on voit qu'il y a une actualisation de la surface irriguée? On arrive jusqu'à 1930 et avec les mêmes surfaces d'irrigation qui pédaient un peu de l'eau depuis le VIe siècle, non? Et il y a un événement qui est très important parce qu'en 1931, il y a la Deuxième République. Et la Deuxième République change complètement l'organisation municipale. Et le pouvoir municipal bouge beaucoup. Dans ce contexte-ci, il y a aussi la communauté d'irrigation, puis un topographe, Eduardo García Tarín, qui va faire d'un côté un travail topographique et de l'autre côté, il va pour la première fois répondre à la question de quelle est la superficie irriguée de la communauté d'irrigation. Une question que personne ne pouvait pas répondre dans ce moment. Bon, finalement, après ce travail, il quantifie la surface qui payait et la surface qui était irriguée. Et je pense que les données de la différence sont une des raisons pourquoi, en l'année 1934, déjà la surface qui est de plein droit est actualisée à la réalité. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-moi, parce que mon français est un peu limité. Et après, on a un autre couple dans l'histoire, qui est la guerre civile. De l'année 36 au 39, il y a la guerre civile en Espagne, mais soudain, en octobre de l'année 39, on voit déjà dans une réunion de la communauté d'irrigation qu'ils ont l'intention de aussi régulariser l'autre zone qu'on parlait avant, toute la zone qui est de droit secondaire. Donc, depuis l'année 40, on pense aussi qu'ils se sont basés sur ce travail aussi qui était fait avant la guerre, que toute la zone qui était en dehors du système va commencer un processus d'être intégrée. Mais maintenant, on parle presque du double de la superficie irrigable. Donc, ce n'est pas une question facile à résoudre parce qu'on a toujours la question de la soutenabilité du système. Si on donne beaucoup de droits d'eau, on aura des problèmes après. Bon, depuis l'année 43, les zones de droits secondaires commencent à payer. Au commencement, ils paient moins que l'autre zone. Et après, il y a une période où dans les budgets ordinaires, ils paient la même chose, mais dans les budgets extraordinaires, ils paient différent. Et le processus finit à l'année 1953, que le paiement est égal pour les deux zones, mais cela ne veut pas dire que le droit est le même. Encore, on trouve des droits différents. Mais qu'est-ce qui se passe dans la communauté d'irrigation pour commencer à penser de toute cette intégration d'une zone? Bon, il y a la question de l'eau, toujours là. Même il y avait le projet de faire un gros barrage depuis l'année 32. On pense aussi que le travail topographique ont surgi pour voir la possibilité d'irrigation, mais on arrive à l'année 1955 que le barrage de Benajever, qui est dans la rivière Túria, est presque construit. Et le barrage de Benajever a 200 millions de mètres cubes, donc c'est une quantité très importante pour la gestion de l'eau. Et le barrage va complètement changer le régime naturel de la rivière.
non? On va commencer à voir les canaux à capacité maximum en été quand il y a beaucoup de nécessité d'irrigation. On va avoir plus de régularité du débit et aussi plus de régularité dans la fréquence d'irrigation. Mais on a encore les systèmes de distribution qui donnent de différents temps à de différentes zones, non? Donc, pendant qu'on a ce système, on n'a pas de conflit entre villages. Mais qu'est-ce qui se passe après, non? On a déjà que l'extrémal est intégré avec les mêmes paiements des impôts. Les zones de droits secondaires s'incorporent sans droit prioritaire. Et aussi dans les années 60, on va commencer à avoir un très grand développement urbain. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la surface d'irrigation va commencer à diminuer, donc il y a de différentes raisons pour compenser aussi et pour commencer à intégrer des différentes zones. On trouve par exemple des zones qui directement, on va inclure, je ne sais pas, cette quantité de terre parce qu'on a perdu cette quantité de terre pour l'urbanisation. Donc, ça, c'est un phénomène qui va être de plus en plus important au XXe siècle. De l'autre côté, d'un point de vue de la gestion sociale de l'eau, un territoire comme ça, c'est difficile à gérer. En blanc, on trouve les gens qui n'ont pas de droits d'eau prioritaires et en vert, on trouve les gens qui ont des droits d'eau prioritaires. Dans le cas de ce village ici, peut-être que ce n'est pas la même logique dans tous les systèmes, non? Mais imagine une personne qui a un champ et ce qui est en amont peut irriguer, ce qui est en aval ne peut pas irriguer. Bon, ça donne facilement des conflits d'irrigation quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, ça c'est aussi une des raisons pourquoi encore les villages vont commencer à donner des droits d'eau à certaines parcelles qui sont dans ces situations. Et de l'autre côté, on peut regarder aussi à... Bon, les décisions d'incorporation des zones de droits secondaires, pour qui on était prises, non? On était prises pour les maires qui géraient l'eau, on était prises pour la communauté d'irrigation. Comment ça passe ce processus? Et de l'autre côté, qui a gagné et qui a perdu avec ce processus? Ici, on peut voir les boules rouges sont les familles, le nombre de familles qui a des terres dans la zone extrémale des droits secondaires. En vert, la même chose avec la zone de plein droit. Et en bleu, on trouve les gens qui avaient des terres dans les deux zones. Donc ici, on a les villages qui ont une surface très grande, qui ont plus de surface dans les zones de droits secondaires. On peut voir que la distribution de la terre... Bon, une chose pour expliquer ça, en Espagne, on a des problèmes pour l'accès à donner des propriétés de la terre, c'est très difficile. Donc ce qu'on a fait, c'est prendre les listes des irrigants des années 90 et comme on a des noms de familles, on a groupé les gens par nom de famille. Donc par exemple, moi, mon frère et ma soeur, on a les mêmes noms de famille. Donc ça c'est un peu la limitation du travail, mais de l'autre côté, on peut remonter une génération avant, plus ou moins. Et ça c'est les données des familles qu'on présente ici, c'est ça. Par exemple, en Meliana, on voit qu'il y avait 400 familles qui avaient cette quantité de terre sans droit de prioritaire. On avait 168 familles qu'il n'y avait que terre dans la zone de droit prioritaire. Et on avait 45 familles qui avaient un peu de terre dans les deux zones. Quand on va, par exemple, dans d'autres villages qui ont plus de terre avec des zones de droit prioritaire, on voit que la distribution est au contraire qu'avant, non? Donc finalement, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des terres dans les deux zones, non? Autour de 20%, plus ou moins, la boule est toujours très petite. Et il y avait une grande quantité de gens qui avaient des terres en la zone des droits secondaires. Sauf ce cas qui est un peu différent, qu'on voit qu'il y avait un petit nombre de familles qui avaient beaucoup de terres dans les deux zones. Donc on voit finalement,
On pense que les facteurs qu'il y a toujours dans chaque village des gens qui ont des terres dans les deux zones va favoriser les processus d'intégration. L'autre facteur qui est très important pour l'intégration est que dans un village, on a encore le même nombre d'heures. Donc, même si un village augmente beaucoup la surface d'eau, ça ne pose pas de problème dans la gestion de la communauté. Non, ce problème ne va pas aller dans où les décisions de la gestion de l'eau à niveau des rivières sont prises, parce que le système est encore différent. Les processus d'intégration de la zone de droit secondaire s'officialisent autour de cette époque. En 1965, on voit que la Real Acequia de Montcada, en 1965, avait cette surface de plein droit et cette surface de droit secondaire. Et on voit en 2009 qu'il a 100 000 hectares de terre. Aussi, je vais contextualiser que le processus d'intégration des terres sans droit, ce n'est pas seulement dans le cas de cette communauté d'irrigation. Dans les autres communautés d'irrigation du tribunal des eaux, il y a aussi quelques-unes qui ont une surface très grande sans droit. Donc, c'était un système normal de fonctionner. L'autre chose qui est importante pour comprendre comment cette zone va être intégrée, c'est que, ici on peut voir, par exemple, que le système d'irrigation dans cette période-ci va diminuer sa surface 40%. Ça va aussi, avec la création du barrage qui est très important, libérer des ressources parce qu'il va diminuer la surface irrigable en général. Et une des raisons pour ça est l'urbanisation de la ville de Valence qui va être très importante. Et donc on peut aussi faire un peu attention du côté de l'organisation pendant qu'on a ces processus. On voit dans les archives qu'avant l'année 1930, décisions comment l'eau était distribuée, l'entretien des canaux secondaires, le recouvrement de l'argent, les paiements au personnel pour vigilance, aussi les sanctions quand quelqu'un ne respectait pas les règles d'irrigation. Tous ces processus étaient faits à niveau municipal, absolument. On pense que dans ce moment, la communauté d'irrigation gérait... la communauté d'irrigation, c'était qui avait les droits d'eau de la rivière, en proportion de la rivière, et qui gérait les canaux et comment l'eau se distribuait dans les canaux. Mais vraiment, on voit qu'avant les années 30, il n'y a presque, par exemple, dans les archives, des demandes de droits d'eau. Peut-être parce que ce n'était pas lui qui gérait les demandes de droits d'eau. Par contre, dans les archives municipaux, dans ceux qui vont plus loin, on trouve des demandes de droits d'eau qui sont gérées à niveau de village. On voit aussi on a trouvé aussi même des villages qui ont ses propres statuts, qui régulent avec des normes et des règles complètement comment se fait l'irrigation. Donc, ça c'était avec la zone de plein droit. De l'autre côté, la zone qui n'est pas de plein droit, on trouve des situations plus diverses. Non? Il y a des zones qui sont gérées à niveau municipal, il y a des villages que le premier conseiller est responsable de la zone de plein droit et le deuxième conseiller est responsable de gérer la zone de droit secondaire. On trouve aussi des zones d'irrigation de droit secondaire qui sont complètement autogérées par les propres irrigants parce que c'est une irrigation de fontaine et ils s'organisent. Donc, dans la zone qui n'est pas de plein droit, il y a des situations plus diverses. Il y a municipal, pas municipal, auto-organisation entre les deux. Dans ce sens, on pense que la communauté d'irrigation défend un peu les intérêts en face du gouvernement, et aussi quand il y a des problèmes qui affectent à toute la communauté. On a trouvé certaines assemblées d'irrigants, mais c'était vraiment quand il y avait des décisions qui étaient très importantes pour la communauté, comme par exemple la réparation du seuil de la rivière ou des choses qui affectaient à toute la communauté. Après les années 30, ce processus qu'on a dit de commencer à faire le recouvrement
de la zone sans plein droit. Et on va trouver des zones de... Après les années 30, ça a commencé un processus où la communauté d'irrigation va commencer à gérer toute la surface irrigable, plein droit et pas plein droit. Mais par exemple, pour la zone de plein droit, ça passe d'une façon plus facile. Par la zone qui n'est pas de plein droit, on voit que la gestion municipale continue. Les derniers villages, par exemple, que laissent de gérer la zone de droit secondaire, c'est en 1987, parce qu'il y a un processus de résistance à niveau de village important. Il y a beaucoup de villages qui veulent continuer de faire le recouvrement et la gestion du système. Mais il y a un facteur qui va faire à la communauté d'irrigation se poser comme objectif assumer la gestion. Il y a une force gérée aux années 40 et le système de distribution de l'eau change. Et il commence à être des tours d'eau d'amont en aval dans toute la communauté d'irrigation. Donc, après ce moment, c'est quand les décisions qui sont prises à niveau des villages vont commencer à affecter à toute la communauté. Donc c'est le moment aussi que la communauté d'irrigation décide de faire la gestion de ce territoire, parce que s'il y a un village qui va expansionner sa surface, ça va donner des problèmes à ceux qui vont irriguer après. Donc il y a toujours un changement à niveau de gestion, même une centralisation du système. Bon, je ne sais pas si c'est un peu compliqué d'expliquer ça, mais plus ou moins, si on regarde un peu l'ampliation des droits d'eau, la question d'ampliation des droits d'eau dans le cas de la Huerta de Valencia, c'est aussi pertinent parce qu'il y a des travaux sur la gestion collective comme c'est de Elinor Ostrom, elle s'est basée, de ces cas d'études s'est basée à la Huerta de Valencia. Et c'est basé sur la gestion de les communautés d'irrigation de ce système. Bon, un des principes qu'elle pose comme un principe de succès de la gestion collective, c'est d'avoir des limites clairement établies. Non? Ici, on voit que vraiment dans l'histoire, les limites n'ont pas été complètement claires. De l'autre côté, on voit que tous les processus d'ampliation a cherché toujours un équilibre entre la quantité entre eau et terre. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de limites. Il y a eu des limites et les limites se sont expansionnées selon la situation quand il y a eu une intention de sustentabilité et de garantir les droits d'eau. De l'autre côté, il y a aussi des historiateurs qui ont étudié d'un point de vue historique ces principes de Elinor Ostrom. Et toujours, ils ont dit que les surfaces irriguées du système de Valence a resté constante pendant des siècles. Mais on voit que c'était le résultat d'un processus d'occultation. Donc, en réalité, la surface n'était pas aussi constante. Et finalement, on voit que finalement, tout ce processus d'ampliation des droits d'eau a été lié à un processus de changement dans la gestion très important. On arrive à une communauté d'irrigation aujourd'hui qui gère absolument tous les territoires, qui recouvre l'argent de tous les territoires, qui a 10 employés dans la communauté qui distribuent l'eau. Et on voit dans les villages que la gestion de l'eau, ce n'est pas du tout important aujourd'hui. On pense aussi que ce processus est lié au changement social qui a passé. Non, la perte de l'importance de... Bon, ce que je veux dire, c'est l'agriculture est l'activité principale au commencement du siècle XX et elle va perdre importance. Et non, avec le temps, et on voit peut-être que ça posait des problèmes de gestion de l'eau parce que les maires du village étaient peut-être plus intéressés dans la gestion de l'urbanisation qui était une activité économique plus forte
que c'est de l'agriculture. Donc finalement, tous ces processus de centralisation est lié aussi à ça. Et on arrive à un système de la huerta que je voulais un peu réfléchir sur la situation actuelle. Non, parce que, bon, on voit qu'avec la crise économique, toute la situation est arrêtée, mais on a encore ça. On a encore ça. On a une limite entre la ville et les gens qui n'est pas gérée. On a vu qu'il y a eu une diminution des surfaces agricoles dans ce système traditionnel incroyable, presque du 40%, et qui est le résultat d'une absence de politique de gestion du territoire. C'est la même chose que ça. Il y a des endroits où il y a des poubelles, il y a des parkings illégaux, il y a des... Non? Donc on se pose la question de vraiment quel est le futur d'un système qui, même si maintenant avec la crise s'est arrêté un peu, a toujours la pression à côté d'une ville de 1 million de personnes. Et de l'autre côté, on a le problème d'une crise de l'agriculture à petite échelle en Valence, où les agriculteurs ont vraiment des problèmes à faire son activité une activité qui donne des revenus. Donc, est-ce que c'est soutenable un système comme ça? De l'autre côté, pour compenser ça, il y a plus d'activités pour s'amuser, il y a des cultures écologiques, il y a d'autres initiatives essentiellement, mais que maintenant ne peut pas compenser la diminution de la fonction du système, que c'est la production agricole. Seulement l'abandonnement entre 2008 et 2013, c'était 6,5% du territoire. Donc c'est déjà une question pour faire attention. Et je voulais faire un peu attention. On a étudié l'abandonnement dans un village de ce système d'irrigation. Et ici, par exemple, ici, il y a les secteurs qui sont dans la zone d'irrigation traditionnelle. En rouge, on voit le pourcentage de ces secteurs qui est abandonné, et en vert, on voit le pourcentage du secteur qui est cultivé. On voit une différence énorme d'abandonnement entre l'irrigation traditionnelle et, par exemple, l'irrigation qui est des eaux sur terrain, parce qu'ils ont un coût économique plus cher, et l'abandonnement, c'est presque de 50%. Ici, on voit encore que l'abandonnement est moins, mais la situation d'abandonnement dans ce village est vraiment très importante. Est-ce qu'il y a des différents... Si on regarde par exemple ici, on ne peut pas établir une tendance exactement de qu'est-ce que c'est en train de passer ici. On voit un abandonnement qui n'est pas personne, mais qui est mélangé avec des sons, avec des cultures. On attendait à trouver une situation qui est contraire à ça, parce que vraiment, quand tu as les problèmes d'abandonnement, tu as les problèmes d'entretien des canaux d'irrigation aussi, et quand tu as un secteur qui n'est pas entretenu, normalement, on pensait que ça allait fomenter plus d'abandonnement, mais ça ne passe pas ici. On pense aussi parce que peut-être il y a encore la communauté d'irrigation qui est en train de s'occuper de que les règles d'entretien et tout ça se suivent, et aussi parce que si personne ne fait l'entretien, normalement il y a les gardes de la communauté qui va le faire et qui va faire payer le propriétaire. Donc ce système encore marche parce que sinon cela ne serait pas possible. Si on va regarder, il y a des fois qu'on trouve un champ qui est cultivé entre les autres qui ne sont pas cultivés. Par contre, si on regarde la zone qui n'est pas d'irrigation traditionnelle, par exemple ici, on voit que l'abandonnement est plus grand dans les voies urbaines. Là, on trouve vraiment une influence de la spéculation et des expectatives urbanistiques, non? Et on voit aussi que bon, ça c'est à côté du village. Donc, je pense, comment est-ce que je vais de temps? Parce que comme je n'ai pas les... Il faut conclure. Ah, vale. Bon, donc c'est ça. J'espère que vous avez compris plus ou moins l'exposition. Et si vous avez des questions, je vous en prie de parler doucement, s'il vous plaît. Alors,
Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que ça ressemble beaucoup à mon terrain qui est l'accro. Il y a des ressemblances qui sont saisissantes. Je voulais juste avoir une précision sur le mode d'irrigation. C'est par inondation de la parcelle la plupart du temps, parce que je fais de la photo qu'il y avait. On essaye d'utiliser gravitaire parce que par inondation, il semble qu'il s'inonde. Mais c'est pas... il y a une nappe qui est en dessous qui est puisée, c'est ça? Pardon? Il puise aussi dans la nappe qui est en dessous. Oui, oui, Et il y a oui. des relations très fortes entre l'irrigation et la nappe ou pas du tout? Ça, la nappe en Valence, il y a des aquifères. Il y a un aquifère superficiel, après il y a un truc qui est une couche imperméable et après il y a une autre. Donc on pense que dans l'aquifère superficiel, bien sûr, il y a des relations, mais beaucoup d'eau de fourrage qui sont utilisées ensemble viennent du deuxième aquifère. Donc oui, mais on le voit. Bien sûr, quand il y a de l'irrigation dans un village, il y a des endroits où l'eau monte un peu. Ça se voit, il y a des relations. Il n'y a pas de système de gestion qui s'est mis en place pour essayer de voir, est-ce qu'ils gèrent leur puits, est-ce qu'ils gèrent l'eau souterraine ou pas? Est-ce qu'ils gèrent leur puits? Bon, je ne parlais pas de ça, mais qu'est-ce que tu veux dire avec... Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire avec moi, dans gérer? mon cas, en gros, c'est-à-dire que la nappe est en grande partie influencée par le surface, et quand ils veulent gérer la nappe, ils sont obligés d'aller parler aux gens qui gèrent la surface. Et donc, il y a plusieurs eaux, finalement, qui doivent être gérées ensemble. Oui, ça c'est... Et ça pose des problèmes importants, finalement, de gestion. Bon, ça c'est... On a fait une étude sur ça aussi, et vraiment, il y a des systèmes à niveau, on peut dire légal, à niveau formel, il y a des systèmes qui sont parallèles, non? On a un système basé sur l'eau superficielle, sur l'eau de la rivière, et on a des petites, on peut dire, sociétés de irrigants qui sont sorties autour des années 20, qui ont commencé à faire des fourrages, parce qu'il y a un moment qu'à partir des années 60, avec l'extraction de souterrain dans les zones plus de montagne, ça va faire diminuer aussi la nappe phréatique, donc tous les routes d'eau, les sources vont avoir des problèmes. Donc c'est dans ces moments qu'il y a des agriculteurs qui se mettent ensemble pour faire des fourrages. Ils sont comme des petites communautés d'irrigation ou petites sociétés, mais ce qu'ils ont ensemble, c'est que les fourrages, parce qu'ils n'ont pas de canaux, mais c'est pour ça que c'est un système parallèle. Ils sont les mêmes irrigateurs que ceux qui irriguent de la rivière, ils sont les mêmes sangs que ceux qui irriguent de la rivière, mais ils sont un système différent. Donc c'est un peu l'interaction des deux systèmes, c'est comme ça. Il y a une très grande complexité, effectivement, Oui, du réseau. Mais par contre, ce qui est une caractéristique de la séquia Real de Moncada, c'est la défense de l'irrigation gravitaire et le rejet du système de goutte à goutte qui fonctionne qu'à la marge, en fait. Il y a l'ensemble, les autorités hydrauliques de la séquia et puis dans les villages, l'idée que le système fonctionne très bien par tour d'eau et par les conventions qui remontent au Moyen-Âge en grande partie, en tout cas qui ont été aussi décrites par Jobert de Passa au passage. Tu as oublié de le dire. Jobert de Passa qui était un Catalan français et qui a contribué à l'analyse des sociétés hydrauliques au XIXe siècle et qui a été à l'origine de la loi sur les associations syndicales en France en reprenant le modèle valencien en fait. Enfin pas seulement, mais celui-là en particulier. Alors tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas forcément capté. Est-ce que tu peux nous dire comment étaient décidées les zones de plein droit et les zones de droit secondaire? Bon, ça, on ne sait pas. Comment est-ce que ça a été... On trouve au VIe siècle des statuts qui disent que dans ce village, il s'irrigue cette surface. Dans ce village, cette surface. Dans ce village, cette surface. Et après, on voit cette expansion de ce qu'on a parlé. La surface ne s'actualise pas jusqu'à le travail du topographe, que c'est quand on dit, bon, ce qui est irrigué va payer maintenant. Donc c'est un processus bon. On a vu que les autorisations de droit d'eau, entre 1850 et 1930, il y a des sollicitudes de droit d'eau à niveau de village. Et il y a des maires qui donnent des droits d'eau et qui disent, bon, je te donne les droits d'eau, tu vas faire les canaux comme ça, ils donnent des instructions pour comment faire ça.
Donc jusqu'à ce moment, on pense que le processus est... Parce que bon, on pense que la communauté d'irrigation ne contrôle que le canal, donc, mais dans un village, tout ce qui se passe, tout le monde voit. C'est facile à contrôler, c'est pas possible qu'une personne n'a pas de droits et qui irrigue sans que ses voisins peuvent voir. Donc c'est un processus de ça aussi, de changement de culture qui va en même temps. Et ensuite, au niveau du don, enfin, contre-argent du canal par Jacques Ier d'Aragon, mais à qui il vend en fait aux irrigants, mais qui sont constitués comme association, qui sont... Exactement, c'est ça. Et oui. Et est-ce qu'on sait quelle était la valeur, qu'est-ce que ça représentait à l'époque J'ai oublié, on le sait, il a écrit ça, mais j'ai oublié la quantité. Non, mais est-ce que ça représentait quelque chose de très important ou Oui, c'était très important. Oui. C'était une quantité très importante que je pense qu'a été un effort très grand pour une société qui... Juste un commentaire au passage, c'est que je crois que c'est Jacques II d'Aragon qui a octroyé les droits d'eau au canal de Prades en Conflans, dans la Catalogne Nord, dans les Pyrénées-Orientales. C'est le même processus. En 1305, le canal existe déjà, mais on passe d'une autorité féodale à une autorité royale. Et c'est un accord économique et politique. Les irrigants vont choisir de payer au roi pour avoir un droit absolu et définitif, alors que le droit féodal était plus sujet à des fluctuations. Donc il y avait aussi des recherches d'alliances politiques entre les irrigants et l'autorité centrale. Bon. Merci d'abord. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais en tout cas, ça m'a paru très intéressant. Non, ma question, elle a plus à voir justement avec cette histoire de transfert par une autorité royale des droits d'eau à une communauté d'irrigants qui manifestement prennent le contrôle des municipalités. C'est-à-dire qu'on pressent qu'il y a quand même une homonymie très forte. Au milieu, de ce qu'on a décrit comme la gestion municipale et la donation de Jacques d'Aragon, il y a 5 siècles au milieu. Oui, mais il n'y a pas eu un vide institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a eu des institutions de gouvernement local. Oui, mais c'est différent parce que ce que Thierry a dit, c'est qu'après Jacques d'Aragon, on a un système féodal qui est basé dans les droits des messieurs. Oui. Ce qui me semble intéressant, c'est à partir de l'émergence de l'institution municipale, voir comment, justement, ces gens qui détiennent les droits d'eau et qui les ont acquis de façon très particulière, c'est-à-dire qu'ils les ont achetés. Ils les ont acquis d'une autorité centrale. Éventuellement, et on pressent que c'est une hypothèse assez probable, se sont maintenus comme des opérateurs centraux du gouvernement local et ensuite ont pris le contrôle des municipalités. Et comment, à partir de ce contrôle de municipalité, on a une imbrication entre gouvernement politique et gouvernement de l'eau. Bon, on peut faire cette hypothèse. Voilà. Sur la période récente, moi, ce qui m'interpelle, et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais c'est comment on a finalement consentement des gens qui disposent de droits d'eau secondaires à être intégrés à un système de fiscalisation de l'eau équivalent avec celui qui pèse sur les détenteurs de droits d'eau primaires. Donc, a priori, c'est complètement défavorable pour eux. Mais tout cela se produit dans le cadre d'un contexte où la ville est en expansion et où apparemment il y a des possibilités de valorisation des terrains qui sont beaucoup plus importantes dans la zone de droit secondaire que dans la zone de droit primaire. Alors, est-ce que là, justement, il n'y a pas eu des trade-offs quant justement au fait que finalement l'irrigation dans ces zones secondaires devenait infiniment moins intéressante au regard de l'incorporation, pas seulement des terrains à la réglementation des terrains à bâtir, mais en plus dans les activités générales liées à l'urbanisation. Mais pourquoi était moins intéressant la zone secondaire? Ça, je n'ai pas bien compris. On peut imaginer que dans la zone secondaire, l'accès à l'eau était plus irrégulier, que on va dire la productivité
était plus faible. Et donc, il aurait pu y avoir des réticences à dire, OK, on va accepter une fiscalisation équivalente à celle dont bénéficient ceux qui ont un accès régulier à l'eau et où la productivité est bien supérieure. Donc, quels ont été les termes de l'accord, du compromis? Exactement, vale. Ça c'est très important. Je pense que le terme de l'accord a été que l'intégration a passé pendant qu'il y avait un système de temps assigné à certains villages. Donc, un village avait les mêmes droits d'eau en temps, mais il dupliait la surface. Donc ça n'affectait pas à les zones qui n'avaient pas parce qu'il y avait des villages où il n'y avait pas de zones de droits d'eau secondaire. Et ceux qui n'avaient pas de droits d'eau secondaire n'avaient pas très intérêt à intégrer des zones de droits d'eau secondaire, non, en théorie, parce que ça pouvait les perjudiquer. Ça pouvait, non, diminuer son droit d'eau. Mais pendant qu'il y a un système de temps assigné, ce village irrigue 7 ans, ce village irrigue 7 ans, ce village, les décisions qui sont faites n'affectent pas les autres. Donc les villages décident, bon, on va amplier la surface parce qu'il y a une perspective avec les barrages, il y a aussi du bétonnage du canal, il y a des perspectives d'avoir plus de ressources. Donc ça passe au commencement sans donner les droits d'eau prioritaires. Il dit, vous êtes dedans, non, vous payez quelque chose, mais au cas où il y a un CGRS, vous n'avez pas les mêmes droits d'eau. Mais ces pactes, on peut dire que se cachent complètement quand le système de distribution de l'eau change. Parce que après, quand il y a un tour d'eau, non? Et si un village, il y a plus de terres irriguées, il va avoir besoin de plus longtemps, l'eau va arriver plus tard aux autres. Donc vraiment, je pense que l'ampliation du droit d'eau passe pendant qu'il y a un système de distribution de l'eau et dans les derniers 10 ou 20 ans, graduellement, on ne sait pas exactement comment, il y a un changement de système de distribution d'eau, ça n'a aucune révolution, pour une question d'un CGRS, et ce système de distribution continue jusqu'à aujourd'hui, mais ce système de distribution change complètement les droits d'eau du village et c'est vraiment quand les terres sont incluses dans les mêmes droits. Est-ce que tu me comprends ou pas? Donc, un petit commentaire aussi. Il me semble que cette question on l'a posée pendant le stage et la plupart des réponses c'était de dire qu'en fait les familles étaient possesseurs de terres dans la zone prioritaire mais aussi de terres dans la zone de... Et donc il n'y avait pas une opposition frontale complètement. Encore que les données... Ça, on a vu voilà. Ça c'était une hypothèse, ouais. Mais on a vu que ce n'était pas exactement comme ça. Voilà. Donc on a interrogé ceux qui étaient des deux côtés, et qui apparemment avaient du pouvoir, puisqu'ils ont réussi à intégrer, à ce qu'il n'y ait plus cette délimitation complète, sachant aussi que dans la partie vraiment aval de chaque village, il y a plutôt un abandon du système risicole et des systèmes terminaux, pour des raisons d'urbanisation aussi, de projets d'urbanisation. Et en fait, il y a une recomposition foncière de la partie du droit prioritaire vers le droit secondaire, parce qu'il y a aussi des terres qui s'en vont dans la partie prioritaire. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça, mais il y a aussi le fait que finalement, sur chaque morceau de terroir villageois, il y a une amplification des terrains, mais il y a aussi un accroissement du volume d'eau attribué. Dans le même temps, sans changer, hein, c'est ça ce qui se passe dans un village n'affecte absolument pas ce qui se passe dans le village voisin. Voilà. Et de l'autre côté, on arrive jusqu'au XXe siècle dans une situation que si on va aujourd'hui demander à la communauté d'irrigation quelles est-ce qu'il était les terres de droit d'eau secondaire? Droit d'eau secondaire? Comme s'il n'y avait jamais. Exactement, amnésie totale. Et toute l'information des droits d'eau secondaire
est disparu, on pense, parce que les listes de recouvrement sont actualisées, on pense qu'ils sont actualisés sur les vieilles, et comme ça, cette information est disparue. Seulement, vraiment, si on arrive aujourd'hui, la distinction qui était très grande il y a 70 ans, aujourd'hui, c'est absolument égal et il n'y a aucune différence à niveau de l'administration, comme s'il n'y avait jamais existé. Parce que je pense que ça n'intéresse pas aujourd'hui de revenir à qui... Non, c'est... Après, j'ai une petite question. Il y a une période de l'histoire qui est complexe, c'est toute la période franquiste, oui, dont tu n'as pas parlé, et où le pouvoir au sein de la Séquia Real de Moncada a été, disons, centralisé sur certaines personnes. Et donc, sur place, les gens disent que maintenant, le système s'est vraiment démocratisé, alors qu'il était piloté, disons, de main de maître. Exactement. Il y avait une famille qui avait arrivé à prendre le contrôle de la communauté d'irrigation, on peut dire, à la fin du franquisme, parce que le président était là, les techniciens étaient aussi de la famille, et finalement, quand il y a la démocratie, non, en 1978, c'est quand il se commence à poser la question des irrigants qui vont choisir les représentatifs pour la première fois. Ça arrive avec la démocratie, le système se démocratise, mais on pense que se démocratise aussi parce qu'il y a l'intérêt de jeter dehors ces familles qui avaient pris le contrôle. Mais de l'autre côté, quand il arrive la démocratie, on a une vague de mairies qui sont du gouvernement plutôt de gauche, non? Et qu'est-ce que se passe? Bon, s'il y a un système de représentation des maires dans la commune devenait aussi une commune de gauche. Donc ça aussi est cassé avec un système d'irrigation et une société agricole qui était encore traditionnelle. Donc il y a l'intérêt des secteurs différents, les secteurs conservateurs et les secteurs des maires de gauche aussi. Quelques-uns veulent jeter cette famille. Dans ce moment, la commune est partagée entre ceux qui sont plus de gauche et ceux qui sont plus conservatifs. Et finalement, ceux qui sont plus de gauche et plus conservatifs se mettent ensemble pour jeter. Et finalement, la solution, c'est la démocratie. Mais la démocratie représente plutôt dans le secteur agricole une vision de la société très conservative, en balance. C'est complexe. Une dernière question. J'en ai vraiment deux petites. La première, c'est sur l'éclatement du parcellaire. Et je me posais la question de savoir si parce que les propriétés ont l'air vraiment petites avec les statistiques que vous avez montrées au début. Enfin, pas les propriétés, mais les parcelles ont l'air vraiment petites. Mais combien est-ce que les gens exploitent? Enfin, quelle est la taille des exploitations? Et en fait, quelle est la structure de leur exploitation? Pour les exploitations, ça répond. Et la question, c'est de savoir si enfin, pas vraiment, parce que entre exploitation et propriétaire, moi je mets une différence, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans une exploitation plusieurs propriétaires, c'est-à-dire une exploitation qui a du métayage ou qui exploite plusieurs propriétés. Et l'autre question, c'est de savoir si en fait il y a des groupements ou pas qui existent par rapport soit à l'usage, par rapport à l'eau ou ce genre de choses, qui existent d'espaces, de parcelles. C'est-à-dire que l'espace a l'air très découpé comme ça administrativement, mais est-ce que c'est dans les faits, au niveau des pratiques agricoles, au niveau de l'usage, etc., elles ne sont pas plus grandes parce que ça paraît vraiment petit. Ouais. Des exploitations plus grandes que... Même le problème, c'est que l'essence agricole, il va par... Les données, ils sont agrégées par... Comment on se dit par région? Ce qui est plus petit que la région, c'est la... Par canton, une chose comme ça. Donc, on pense déjà que même les parcelles, c'est quand on dit qu'une personne a moins d'un hectare, il a déjà peut-être 10 ou 12 parcelles. Donc c'est très parcellé. Une personne exploite 10 à 12 parcelles. Exactement. Après, c'est vrai que pour comprendre un peu aussi les parcellaires, il faut faire attention à la société et aux cultures, non?
Et bon, la citriculture, c'est une activité qui peut être facilement compaginée avec d'autres travaux. Donc on pense qu'il y a eu une sortie du secteur agricole qui est allée dans d'autres travaux, l'industrie ou d'autres choses, et qui a continué avec l'exploitation. Non? Et qui était possible d'avoir un autre travail et continuer avec l'exploitation. Donc c'est pour ça aussi qu'on a continué avec un minifundisme. Vraiment, il y a aussi des grands propriétaires, mais les grands propriétaires de Valence peut-être sont très loin de ce qu'on pense en général comme des grands propriétaires. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une zone d'une irrigation très intensive. On peut faire 2 ou 3 cultures par an. Non? Avec tous les, je ne sais pas comment dire, avec tous les moments bons d'expansion des oranges, peut-être avec cette exploitation, une famille pouvait vivre bien. Parce qu'il y a eu un moment où toute l'agriculture valencienne était dirigée pour l'exportation, était très bien valorisée. Donc même avec des petites exploitations, c'était possible de vivre. C'est pour ça qu'on arrive maintenant dans une crise de petites exploitations, mais même une personne qui a une dizaine d'hectares pouvait vivre sans. Peut-être pouvait vivre bien, normal. Ceux qui avaient de plus grandes exploitations avaient plus finalement, ce qui s'est passé, qui avait de plus grandes exploitations, avaient la possibilité d'envoyer ses fils à l'université, de sortir du secteur agricole. Et ce sont maintenant ceux qui ont encore la propriété comme ça, qu'on arrive aussi dans tous les secteurs citricoles à une agriculture qui est plutôt à temps partiel. Et avec beaucoup d'activités qui peuvent se contracter à d'autres personnes. Et la deuxième question, c'était sur l'influence de l'urbanisation sur l'eau. Sur plusieurs points. Comment se transférer les droits d'eau quand on est urbanisé? Est-ce qu'ils se perdaient? Est-ce que ceux qui ont urbanisé pouvaient conserver les droits d'eau pour arroser les jardins ou ce genre de choses? Qu'est-ce que pour l'entretien du réseau, est-ce qu'ils continuent à payer? Et puis les contraintes que ça pose sur l'entretien du réseau d'avoir urbanisé, c'est quand même assez problématique. Et est-ce que Enfin, moi, de ce que la plupart du cas, quand j'ai vu ces cas-là, au final, quand on urbanise, on récupère de l'eau par derrière. Et donc, on a plus d'eau qu'avant. Donc, les gens n'ont pas tendance à le dire parce que ça va à l'encontre du fait qu'on veut toujours plus d'eau pour arroser. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça applique des contraintes particulières? Quand il y a eu de l'urbanisation, le droit d'eau n'a pas resté dans l'agent urbanisateur. Si on pense un système où l'eau est liée à la terre, une fois la terre disparaît d'une fonction agricole, le droit d'eau n'existe plus. Par contre, il y a eu la communauté d'irrigation était propriétaire des canaux d'irrigation. Donc, par exemple, quand il y a eu de l'urbanisation, il y a beaucoup de communautés d'irrigation qui ont gagné de l'argent par la vente de cette surface qui a été payée en prix d'urbanisation, donc qui a été important, mais vraiment, non. Avec les droits d'eau, tous les droits d'eau est passé après parce que les droits d'eau est collectif. Et gérer collectif, les droits d'eau est de la communauté d'irrigation. Alors, c'était pas un droit, mais il y avait un usage. Mais une fois l'usage disparu, les droits est disparu. Il y a une grande différence entre le cas espagnol et le cas français, c'est que dans le cas français, la loi de 1865 sacralise le périmètre syndical, comme tu le sais, et donc les zones urbanisées dans des périmètres syndicaux continuent à payer leur part, leur coût, leur charge d'eau, le rôle, on dit en français, c'est comme un impôt ou une taxe. Ils continuent à payer même s'il n'y a absolument plus aucun usage direct de l'eau. En Espagne, le fait d'urbaniser fait sortir les gens de l'imposition communautaire. Donc ça crée, ça crée plus d'eau, mais ça crée plus de problèmes parce qu'il y a moins de contributeurs. Voilà, il y a moins de contributeurs. Et de l'autre côté, même s'il y a des gens qui abandonnent les champs, ils ne perdent pas jamais les droits d'eau et non plus l'obligation. Donc même si tu abandonnes ton champ, tu as l'obligation de payer par les droits d'eau et d'entretenir les canaux. C'est pour ça qu'on a parlé qu'il y avait des problèmes quand il y avait l'abandonnement, parce que ça c'est en théorie, mais en pratique c'est vraiment un problème. Parce que
c'est à l'agriculteur d'entretenir les canaux qui sont à côté de son champ. En réalité, il y a le gardeau qui va les nettoyer quand il y a de l'abandonnement et après lui demander de l'argent parce que comme c'est son responsabilité, s'il ne le fait pas, il faut qu'il le paie. Ce qui est surprenant aussi pour des gens comme nous qui avons visité et étudié un petit peu avec vous, c'est le fait que le système fonctionne. Techniquement, le système apporte de l'eau à toutes les parcelles dans un séquencement d'amont vers l'aval dans le village. Et tout le monde ne prend pas son tour, à chaque semaine, mais quand on veut irriguer, on s'inscrit, on obtient l'accès à l'eau, qu'on soit petit ou gros. Enfin, on est toujours petit, en fait, hein, parce que quand même, il n'y a que 14 exploitants qui ont plus de 5 hectares sur l'ensemble des 10 000 hectares. C'est vraiment, il n'y a pas... alors, il y a une situation assez différente, d'ailleurs, dans le sud, dans la Sequía Real de Júcar, l'autre à Sequía Royal, la structure foncière est très différente, avec des haciendas pratiquement, avec des gens qui ont d'énormes surfaces et qui utilisent le réseau collectif aussi. C'est vraiment intéressant de regarder comment est-ce que c'est la structure de la propriété de la terre aujourd'hui. Parce que le problème aussi, c'est que les listes des irrigants, c'est très désactualisé, donc c'est vraiment... On peut penser que bon, ça donne une idée, mais c'est pas précis. Mais le problème, c'est que la loi de protection des données en Espagne, c'est incroyablement dur et on ne peut pas faire une étude de ça. On n'a pas accès à cette information.